Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette troisième émission du Grand Sourire sur Modiolus Radio. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'échange et de débat avec des invités d'un niveau vertigineux. Et comme à mon habitude, je serai accompagné de notre talentueuse chroniqueuse dentaire, Mel. Bonjour Mel. Bonjour à tous. Mel qui a comme toujours le sourire, et c'est important car le sourire est cet acte physique qui découle de la mise en action du système musculaire que nous avons tous et toutes à la commissure des lèvres, le Modiolus. C'est pour cela que Modiolus est la radio du sourire, une radio pour les professionnels mais également pour le grand public. L'idée est simple, donner la parole à celles et ceux qui au quotidien s'occupent de notre sourire, prothésistes dentaires, assistantes et assistants dentaires, chirurgiens dentistes et industriels du secteur, afin de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Et dans cette nouvelle émission du Grand Sourire, nous allons aborder le sujet suivant, artisanat, excellence française, tout un programme. Pour en parler, nous accueillons 3 invités, bleu, blanc, rouge, 100% made in France, 100% MOF, meilleur ouvrier de France. Isabelle Dutel, meilleure ouvrier de France, prothèse dentaire et fondatrice de l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel. Bonjour Isabelle. Bonjour. Nous avons également avec nous José Ortega, meilleur ouvrier de France en prothèse dentaire, patron du labo Dental Harmonie, IE à la fin, c'est important. Bonjour José. Bonjour. Et Sébastien Miasso, meilleur ouvrier de France en prothèse dentaire, associé au labo AZM et président de Smile Référence, l'association des MOF en prothèse dentaire, évidemment. Bonjour Sébastien. Bonjour Geoffroy. Nous allons débuter par la rubrique « J'ai une dent contre vous » ou votre présentation, chers invités, par un envieux de votre réussite, de votre talent, de votre épanouissement professionnel. Et pour cela, on va commencer, écoute, par toi Isabelle. Chère Isabelle, j'ai une dent contre toi. Tu découvres la prothèse dentaire tout juste majeure grâce à Valéry Giscard d'Estaing. Alors, précisons que ce n'est pas l'ancien président de la République qui t'a fait découvrir la prothèse, mais comme c'est lui qui a baissé l'âge de la majorité à 18 ans, eh bien c'est grâce à lui que tu as découvert la prothèse toute juste majeure, à 18 ans donc, à une époque où la prothèse comptait 1% de femmes. Il t'en a fallu de la conviction et de la volonté pour t'accrocher à ce métier. En effet, le mal des années 70 n'était pas bien fin, l'est-il plus aujourd'hui, et tu en as rencontré des hommes obstacles, de ceux qui t'expliquent qu'ils savent. Ils savent que ce métier n'est pas fait pour toi, évidemment, puisque tu es une femme, que tu n'as aucun talent pour ce métier, et il y en a qui ont eu du flair quand même, jusqu'à te le prouver en te demandant de leur montrer comment tu fais avec une fronde à main. Alors là, attention, anecdote. À l'époque, fin des années 70, on utilisait en prothèse dentaire une fronde à main pour couler le métal dans des cylindres. Le cylindre chaud au fond d'une coupelle devait y rester grâce à la force centrifuge pour autant qu'on tourne la fronde assez vite. Il n'y avait pas une série dans les années 70, vous savez, avec un gars avec une fronde, genre un Robin des Bois à la française, je crois que c'était... Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, exactement, c'était ça. Oui, extraordinaire. Merci Lucas, notre ingé son. Voilà, le générique de Thierry Lafronde. Merci Lucas. Isabelle, tu es une grande femme, mais qui mesure moins d'1m60. Alors le patron du labo qui te faisait passer un entretien te dit « Eh bien, puisque vous voulez être prothésiste, montrez-moi donc comment vous faites avec une fronde à main. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Isabelle ? Ça a été assez compliqué. Donc, pour commencer, bien sûr, il n'a pas voulu que j'utilise le cylindre qu'on chauffe donc, et qu'on coule avec le chalumeau ou l'arc électrique aussi, parce c'était à l'arc électrique qu'on fondait le métal. Donc, le métal, bien sûr, on doit le projeter par la force centrifuge, c'est-à-dire au bout de ses mains. On doit faire tourner, comme Thierry Lafronde, faire tourner la fronde. Et le métal en fusion doit être injecté dans le moule réfractaire. Donc, sachant que le métal, bien sûr, il est fondu à 1000 et quelques degrés. Oh là là. Donc, voilà. Donc, c'était pas possible pour moi, puisque pour commencer, on m'a fait essayer la fronde avec des bols d'eau.
remplie d'eau pour que je puisse faire tourner la fronde sans renverser une goutte d'eau. Mais là, il a fallu que tu montes sur un escabeau. Non, je l'ai fait de toute ma hauteur, mais c'est-à-dire que j'ai retapissé la pièce avec l'eau, forcément, puisque je n'arrivais pas à tenir mon bol plein d'eau dans la fronde. Mais il t'en fallait plus pour te décourager, Isabelle. Voilà. Donc tu es allée de labo en labo jusqu'à trouver un patron qui t'a motivé. À 21 ans, tu montes ton labo à Marmande, tu le gardes plus de 20 ans, une dizaine de collaborateurs. À 40 ans, tu tentes le MOF, le titre de meilleur ouvrier de France, et tu le décroches, ce MOF, et te voilà la seule femme MOF en prothèse dentaire en activité. Cela te donne envie de transmettre. Et tu intègres une école de prothèse à Bordeaux comme formatrice. 2 ans plus tard, tu la rachètes, tu la fais grandir, ton mari et ta fille se joignent à toi pour ouvrir d'autres campus, Paris, Aix, Lyon, et aujourd'hui, tu diplômes près de 40% des prothésistes dentaires en France. Et là, on pourrait se dire, eh bien voilà une professionnelle qui doit avoir des journées bien remplies. Eh bien, attendez la suite, car en plus de diriger cette école d'excellence, tu es élu au conseil d'administration de la Société des MOF. Tu t'investis dans la féminisation du métier en promouvant le travail des MOF femmes. En 2004, tu fais entrer la prothèse comme métier pouvant concourir au titre de meilleur apprenti de France. Les jeunes t'en remercient. Tu fais le nécessaire pour que ton métier soit représenté aux Olympiades des métiers. C'est les Jeux olympiques internationaux des métiers qui aujourd'hui comportent la prothèse dentaire grâce à toi. Tu es finaliste du Trophée Mina 2012. Depuis plus de 10 ans, tu fais le nécessaire pour faire parler de la prothèse dentaire dans les médias grand public, pour faire connaître aux patients les prothésistes dentaires derrière le dentiste. Tu montes plusieurs opérations militaires au Mali, tu as ton permis poids lourd. Et ouais, tu as ton permis poids lourd, tu as ton brevet de pilote d'avion, tu as été vice-présidente régionale UNPPD de longues années, le week-end tu organises des actions sociales au profit d'associations caritatives en tant que membre du Rotary International. En 2009, tu reçois la médaille du mérite et en 2021, Elisabeth Moreno, la ministre de l'Égalité, te remet la Légion d'honneur. J'oublie quelque chose? Non, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Hein. Quelle femme! Bravo Isabelle! Non, vraiment Isabelle, une femme d'entreprise, un tel talent avec une vision et une passion infinie pour son métier. Un tel parcours, forcément Isabelle, j'ai une dent contre toi. Cher José, à toi José Ortega, cher José, j'ai une dent contre toi. On ne dira pas ton âge, mais tu es prothésiste depuis 26 ans et tu as débuté ta carrière à 18 ans. Je vous laisse 3 secondes. Titulaire d'un CAP passé en région toulousaine, une fois titulaire de CAP, tu prends ta voiture et tu fais le tour des entreprises pour faire des stages. Bref, tu inventes le road trip de la prothèse. Tu fais ton service militaire, puis tu reviens dans ton labo où tu as fait tes études auparavant. Tu passes un deal avec le patron de l'époque. Pendant 6 mois, tu bosses pour lui tout en démarchant des clients pour au bout de 6 mois louer une cheville chez lui et lancer ton activité. Et bien aujourd'hui, le labo Dental Harmonie, IE à la fin, c'est important, basé à Fontenay, en Haute-Garonne. Alors Fontenay, jolie petite ville du pays toulousain, 5893 habitants qui se trouve à 25 minutes de Toulouse, par là 624, mais avec péage obligatoire. Autre option, plus économique, la D50, mais là c'est 45 minutes. Alors José, la question se pose, autoroute ou départementale? Oh, t'es pas obligé de répondre. Revenons à Dental Harmonie, IE à la fin, qui est composé de 8 personnes, dont ton épouse, qui gère tous les aspects administratifs et logistiques, et qui est, je te cite, un vrai bonheur, avec un concept génial, puisque tu as construit ton labo dans ton jardin. Est malin, même si en ce moment, tu construis en dehors de ton jardin pour agrandir Dental Harmonie, IE à la fin. Mariage heureux, 2 magnifiques enfants de 11 et 17 ans. Tu décides à l'époque de mettre de côté le développement de ton activité pour te consacrer à ta famille. En résumé, tu restes actif, mais tu ne consacres pas de temps à la formation et au développement, car pour toi, le plus important, c'est de te consacrer au tien. Au bout de 10 ans, tu constates que le métier s'accélère et tu ne veux pas rester sur le quai. En 2013, formation auprès d'Augusto Bruguera, qui, rappelons-le, n'a aucun lien avec le double vainqueur de Roland-Garros, Sergi Bruguera. Auprès du maître Gérald Ubassi et chez Zircon Zan. Alors là, intéressant, l'aspect holistique de cette formation t'a particulièrement plu. Lever à 6 heures, footing collectif, formation, déjeuner tous ensemble, ménage collectif, soirée, ça devait être super sympa ce stage. Ah, c'était chouette. Tu tentes le MOF une première fois en 2016 sans imaginer toute l'ampleur du travail qu'il fallait y mettre. Tu sens que tu n'es pas prêt. Tu le retentes en 2018 à l'occasion du 26e concours MOF et tu le décroches, remise à Sorbonne le 13 mai 2019. Le MOF, tu l'as tenté pour apprendre à gagner en plus-value. Cela a été pour toi le moyen d'enseigner à tes enfants l'importance d'étudier. Au lycée, tes camarades t'appellent le psychologue. En effet, tu es depuis toujours intéressé par le développement personnel. Brian Tracy, Jack Canfield, Napoleon Hill, Anthony Robbins sont tes auteurs de chevet. Félicitations, de belles lectures, mon cher José. Cela te donne une vision plus claire de ce que tu dois faire, te donne de la motivation. Tu considères que si naturellement l'humain a plutôt tendance à râler, à critiquer, eh bien de ton côté, tu comprends qu'il y a une autre manière de réagir.
plus épanouissante pour toi et pour les autres. Avoir autant de recul sur soi, sur la vie, on comprendra aisément, cher José, que je puisse avoir une dent contre toi. Sébastien, mon cher Sébastien Miyasso, j'ai une dent contre toi, Sébastien. Tu es le frère de Fabien Miyasso, capitaine de gendarmerie qui vient d'être distingué par la médaille du mérite. Bravo à lui, on le salue. Toi-même, tu aurais voulu être militaire, c'est vrai ou pas ? Oh oui, un peu. J'ai fait un petit passage. T'as fait un petit passage, mais tu sais qu'il y a un autre MOF qui a été militaire ? C'est Thierry Marx, qui a été dans les paras avant d'être MOF en chef. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec quand il il raconte sa vie, ça me parle. Hyper intéressant, hein, vraiment à suivre Thierry Marx, qu'on salue aussi parce que bien sûr il nous écoute. Mais tu es prothésiste dentaire. L'année dernière, tu as fêté tes 20 ans en tant que prod. Tu es titulaire d'un CAP que tu as passé en 1 an. La première année où cela était possible, bel exploit. Puis un BTM au CFA de Versailles. Premier labo, le laboratoire Riant dans les Yvelines. Alors les Yvelines, département français de la grande couronne parisienne. Couronne, prothèse. Voilà. Pendant 4 ans, impatient, tu voulais aller vite. Et sur un conseil d'un ami qui t'a dit, écoute, si tu étais cuisinier, tu aurais tapé à la porte de Ducasse. Et bien là, tilt, tu frappes à la porte de Jean-Marc Etienne, un grand d'oral design, qui ne te prend pas, mais qui t'écoute et t'oriente chez un de ses amis, Alain Pinault, à l'époque un grand nom de la céramique parisienne, chez qui tu commences à travailler. Tu restes 2 ans, pas facile, fort caractère. Mais tu comprends que si tu tiens, tu vas apprendre beaucoup, et ça te motive. Tu rencontres également Dominique Olivier, un grand de la profession également, lors d'un stage. Tu décides de prendre une semaine de congé, et tu décides de passer cette semaine à travailler dans le labo de Dominique Olivier. Le conseil qu'il te donne est que pour viser la qualité, il faut se former à la quantité. C'est très intéressant ça. Puis tu cherches un autre labo. Tu tombes sur un certain Arthur Zaracolu, le Z de AZM, et le M étant évidemment Miyasso. Et aujourd'hui, tu es son associé pour le meilleur, et c'est déjà pas mal. Tu décroches le MOF en 2015 que tu convoitais depuis 2008. À l'époque, tu cherchais du compagnonnage, à faire du compagnonnage. Et on va parler d'artisanat, c'est intéressant, mais tu n'as pas trouvé d'infos véritablement sur le compagnonnage, mais tu en as trouvé sur les MOF. Et là, tu t'es dit, voilà, c'est peut-être intéressant aussi à la place du compagnonnage, le MOF. Donc, tu as cherché à rencontrer des MOF, et c'est là que tu as rencontré une certaine Isabelle Dutel, ici présente. Le monde est petit et bien fait en frappant à la porte. T'aimes bien frapper à la porte, hein, toi ? J'adore. Ouais. Rencontrer des gens, c'est essentiel. Discussion, conseils et motivation s'en suivent. Il t'en faut pas plus pour créer l'évidence. Et 4 ans plus tard, tu décroches le MOF du 25e concours. Et lorsque tu as vu inscrit sur la médaille du MOF joie et travail, tu as su pourquoi ce concours de MOF était fait pour toi, car cela fait écho à l'éducation que ton père t'a donnée. Dis donc, un capitaine de gendarmerie et un MOF, belle éducation, papa Miyasso. On le salue quand même, non ? Oui. Hein, bah ouais. Mais il est lieutenant-colonel, le frère, en fait. Ah là là, il va m'en vouloir. C'est pas grave. Là. Ça passera. Faut que je mette mes fiches à jour. Par ailleurs, tu as 2 enfants tout mignons, tu es ceinture d'or de judo, tu aimes les rencontres et la découverte. D'ailleurs, tu as fait la route 66 en 2017 en Harley, d'est en ouest. C'était sympa, Sébastien ? Ouais. Et tu es photographe semi-professionnel. Tu es associé d'un pub irlandais au cœur du quartier latin de Paris, d'une brasserie artisanale au cœur des volcans d'Auvergne. Cool. Cher Sébastien, tant de talent, vraiment, j'ai une dent contre toi. Isabelle, José, Sébastien, maintenant que l'on vous connaît mieux, notre chroniqueuse Mel va nous parler du sujet de l'émission. C'est le moment de la rubrique « On parle de quoi ?» On va parler d'artisanat français. Comme vous le savez, il est réputé à l'international, il met en valeur la France et ses traditions, il est synonyme de luxe et d'excellence. L'artisanat français est dynamique. C'est le premier employeur de France avec plus d'1 million d'entreprises et 2 millions de salariés. Il est moteur de l'économie française et regroupe plus de 510 métiers souvent peu connus du grand public. Ces professionnels, ces hommes avec un grand H, sont avant tout des artistes qui travaillent avec passion. Ils sculptent la cire, travaillent le métal ou maquillent la céramique. Leurs idées, leurs créations deviennent palpables, ils ont de l'or entre les doigts. Ces passeurs de tradition se réinventent et allient savoir-faire et technologie. Leur but est d'embellir nos quotidiens et de nous redonner le sourire. L'artisanat est un art, l'art de transformer la matière. Néanmoins, on connaît assez peu cet univers et la diversité des métiers qui le composent. Dans le but de mettre en lumière le Made in France et les artisans français, plusieurs distinctions existent. Le prestigieux titre du meilleur ouvrier de France pour valoriser la réussite des talents et promouvoir des métiers en tension. Les Olympiades des métiers ou Jeux olympiques des métiers, compétition reconnue mondialement qui permet à des jeunes talents de briller, tels que Jade Sidou, ancienne étudiante de l'Académie d'art dentaire Campus Aixois. Aujourd'hui, ces professionnels vont nous partager leur passion, leur amour de l'excellence. C'est à vous.
Merci Mel, merci. L'artisanat, 3 millions de personnes, c'est énorme, 25% de l'économie française. Eh bien, on va débuter par toi, José. Allez, première question, mais vous y passerez tous. Ta définition de l'artisanat, José, c'est quoi? Ma définition de l'artisanat, je dirais l'habilité manuelle, l'habilité de la main. Excellent, et donc ça regroupe effectivement très bien l'ensemble des professions dont tu as parlé, Mel. Isabelle, pour toi, la définition de l'artisanat, c'est quoi? Forcément, pour moi, c'est un métier de passion, quel qu'il soit, au niveau de l'artisanat, tout ce qui... Les artisans sont des passionnés. Ouais, pour moi, tous les artisans sont des passionnés. Intéressant. Sébastien, tu es d'accord avec ça? Plutôt. Et j'ai le souvenir qu'on a souvent mis, et c'est un peu moins le cas maintenant, l'artisanat au deuxième rang des études classiques et des études tout court. C'est vrai. Et du coup, j'ai envie de ricocher avec ce qu'a dit José et de dire, pour moi, c'est l'esprit au bout des doigts. Et l'intelligence de la main. Oui, exactement. Alors ça, cette phrase, elle est belle. Je me souviens sur la précédente émission, c'était une députée, Lauriane Rossi, qui avait parlé de l'intelligence de la main. J'ai trouvé ça très joli, effectivement, l'intelligence de la main, l'artisanat, l'intelligence de la main. C'est encore vrai aujourd'hui, cette intelligence de la main, parce que vous qui êtes dans un métier qui évolue énormément, avec beaucoup, beaucoup de numérique, on le sait, est-ce qu'on garde cette intelligence de la main? Complètement. Effectivement, le numérique fait changer la manière de voir les choses, mais il reste toujours cet artisan. Alors si sa main agit différemment, elle agit toujours. Elle agit peut-être sur un clavier un peu plus qu'avant, avec une souris, mais c'est toujours pour une réalisation purement artisanale. Même si des machines aussi prennent le pas et usinent de plus en plus de matériaux, il faut toujours quelqu'un qui réfléchisse à comment vont se concevoir ces petits objets, ces petits bijoux, et derrière, il faut aussi les sublimer. Donc on est encore, à mon sens, complètement dedans. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a la manière de faire et il y a le pourquoi on le fait. Et au final, dans l'artisanat, quoi qu'il arrive, si je suis ton raisonnement, c'est que même si on utilise des outils numériques de précision, on reste sur une logique de production de diversité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'uniformisation, on ne produit pas systématiquement la même chose. Ah Ce bah qui non. sort de la machine et qui passe, quoi qu'il arrive, entre les mains de l'artisan, là, le prothésiste dentaire en ce qui vous concerne, est forcément différent du travail qu'il va faire après ou du travail qu'il a fait avant. C'est Mais ça? si je peux me permettre, il y a une réponse qui me saute là tout de suite en tête, c'est que il existe, je crois, un concours meilleur ouvrier de France design numérique. Exact, c'est donc- vrai, tout Donc à fait. déjà, à partir de là, je pense qu'on a une réponse. Hein. L'ordinateur n'est pas quelque chose qui va nous remplacer, ou peut-être avec l'intelligence artificielle, on en reparlera plus tard, même si on est à fond dedans, mais à la fois, il y a l'artisan qui est derrière, obligatoirement. Isabelle, comment tu fais dans toutes tes écoles pour former, on l'a dit, donc près de 40% des professionnels de la prothèse en France, donc de ces futurs artisans, pour les former à la fois à cette compétence numérique essentielle, on le sait, et en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils gardent quand même l'aspect de départ manuel, traditionnel, ou ils rentrent directement dans le numérique? Alors pour moi, de toute façon, c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'ils continuent à avoir la formation traditionnelle pour comprendre aussi comment utiliser après les outils numériques. Il faut connaître quand même avoir les connaissances de base et le transformer après en numérique. Et c'est un outil, le numérique, pour moi, qui est essentiel. Et je pense que pour la nouvelle génération, ça sera une aide précieuse, surtout au niveau de la précision. Puisque chaque être humain, en tant qu'artisan, quand on fabrique, on n'a pas toujours non plus la même force de travail d'un jour à un autre, de capacité. Donc on est des êtres humains, alors que le numérique, pour tout ce qui est précision, sera un certain confort pour pouvoir après faire tout ce qui est traditionnel par-dessus et au niveau de l'esthétique. Voilà. Donc le numérique, ces nouveaux outils à disposition de l'amélioration constante du travail, mais en aucun cas dans le remplacement du travail fait. C'est Pas pour vraiment. moi, non. Ouais. Et comment on fait? Parce qu'on l'a vu dans ta présentation, tu es prothésiste dentaire depuis un bout de temps malgré ton jeune âge. Comment on fait pour arriver justement à rester à la page alors que quand tu as commencé, on ne parlait pas du tout de numérique? C'est quoi d'avoir cette conscience? Comment on fait pour avoir cette conscience de la nécessité? Parce qu'on pourrait se dire, non mais c'est bon, ça marche comme ça, il y a du numérique qui arrive, mais ça, non, moi j'en veux pas. Comment on fait pour avoir cette conscience que c'est nécessaire de s'approprier ces outils? J'ai toujours été curieuse de tout ce qui se faisait, de tout ce qui se fait. Je crois que la curiosité donne envie aussi de voir
qu'est-ce qui se passe, comment évolue le métier, et aussi d'avoir toujours envie de pousser les jeunes à continuer dans l'évolution. Et je crois que c'est ça, c'est cette force que je pense avoir dans l'évolution, et d'être toujours à la page, et d'être toujours envie de connaître. La curiosité. C'est ça, tu parles de curiosité. Curiosité, tu l'as lié avec l'envie. Du coup, on peut le lier avec la passion. Et c'est ce qu'on a dit, José. Hein, on a dit la passion, le prothésiste dentaire, l'artisan, est un passionné, ce qui fait qu'il s'intéresse forcément à ce qui arrive. Et donc, quand on est passionné, on évolue constamment. Tu es d'accord avec ça, José ? Ah oui, oui. Puis le métier évolue énormément et il nous faut suivre l'évolution pour continuer dans ce métier, justement. Et quand on parle de numérique et d'artisanat, moi, j'aime associer les deux. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de monde à servir. Et le numérique nous aide énormément pour servir plus de personnes. Et alors, on me pose souvent la question, quantité ou qualité ? Et je dis les deux. Et aujourd'hui, avec le numérique, on peut associer les deux d'une belle façon. Ça rebondit sur ce qu'avait dit un de tes mentors. Si tu veux faire de la qualité, il faut que tu apprennes à faire de la quantité. Dominique Olivier, oui, bien sûr. Voilà, donc ça corrobore complètement ce que tu dis, José. Effectivement, quantité, qualité, les deux, mon capitaine. Ah oui, oui. De Dominique Olivier, c'était un des premiers stages que j'ai fait. Et cet homme m'avait surpris par sa rapidité d'action et sa maîtrise du geste. Et je m'étais toujours dit, il faut que j'associe complètement l'esthétique avec ce que Gérald Dubassi nous enseignait, et la productivité et la qualité de travail et d'exécution de Dominique Olivier. Et ça a toujours été mes mentors. Et d'associer leurs deux techniques, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et le numérique vient implémenter tout ça. Et moi, ce que j'aime, c'est l'artisanat, je trouve, dans la définition de l'artisanat, de la qualité manuelle et de l'habileté manuelle, cette définition-là me plaît. Mais l'artisanat, l'artisan qui est dans son coin en train de travailler et esclave de ses mains, celle-ci ne me plaît pas. Donc l'artisanat, oui, pour la qualité et pour l'intelligence de la main, et l'entrepreneuriat pour servir le plus grand nombre, avec ses aides numériques et avec cette qualité manuelle. Tu es pour un artisanat libéré. Oui, un artisanat décomplexé, oui. C'est ça ? Oui. Et alors du coup, pourquoi, en vous entendant, et puis c'est le sujet de l'émission, pourquoi la France a cette compétence particulière qui est quand même reconnue Bon, l'artisanat, il y a un peu de... les chefs cuisiniers sont des artisans, donc évidemment, mais on sait que la France a une place dans le monde très forte aussi sur la prothèse dentaire, et pas seulement sur tous les aspects manuels. On sait que la France brille beaucoup là-dessus. Pour quelle raison ? Pourquoi la France, c'est quoi ? On est un pays de passionnés, on est un pays de... Qu'est-ce qui fait que l'artisanat français est reconnu ? C'est compliqué de répondre à une question comme ça. J'ai peut-être envie de dire qu'on est un pays qui est riche d'une très grande histoire. L'histoire de France, comparée à beaucoup de pays, est lourde et riche, et on a des valeurs, et on a des savoir-faire qui datent, et peut-être qu'on est fier. Alors, ça va être reproché dans certains pays, je pense, la fierté du français, mais cette fierté-là nous pousse, c'est vraiment un peut-être, j'en sais rien, nous pousse peut-être à chaque fois qu'on touche à quelque chose, à essayer de le pousser jusqu'au bout. Je n'ai pas une vraie réponse, hein, c'est là du tac au tac, je ne m'attendais pas à une question pareille. Je vois ça comme ça, moi. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu vis ton artisanat à toi, quoi. Ah oui, complètement, mais à la fois, moi, on m'a bercé avec tout ça, donc j'ai envie de dire, j'avais pas le choix. Hein, j'avais pas le choix, c'est un grand mot, mais meilleur ouvrier de France, tout à l'heure, tu parlais de mon frère, qui est une de mes plus grandes fiertés du moment. Qui est lieutenant-colonel et pas capitaine, comme tout le monde le sait. Mais j'ai une famille qui est un petit peu comme ça à tous les niveaux, et du coup, c'était le strict minimum pour moi. José, tu es fier, toi, aujourd'hui, d'être un artisan libéré, on l'a compris, entrepreneur, mais tu es fier d'être un artisan français ? Ah oui. Ah oui, la question est intéressante. Je me rappelle, alors moi, je suis issu d'une famille très pauvre, immigrée du Portugal, je ne l'avais pas dit, et je me rappelle d'une phrase que ma maman m'avait dite et qui m'a marqué. Et elle me disait, mon garçon, ce qui me décevrait le plus de toi, c'est que tu sois un poids pour la France. Et d'être meilleur ouvrier de France aujourd'hui, je suis fier. C'est beau, magnifique. C'est incroyable. Franchement, si tout le monde pouvait bien entendre ça, c'est incroyable. C'est magnifique. Et aujourd'hui, j'ai honoré mon pays, parce que c'est mon pays, hein, et que j'aime, et j'ai honoré ma maman dans ce qu'elle m'enseignait depuis toujours, les valeurs. Merci à le ta travail maman. et les valeurs, voilà des choses qui m'ont toujours enseigné.
On est vraiment au cœur de ce que l'artisanat peut apporter, dans ce qu'on peut imaginer, cette force, cette puissance, cette fierté, le fait à un moment donné de création de valeur pour un pays, pour la France, et que vous portez magnifiquement bien avec votre col aujourd'hui bleu, blanc, rouge. C'est très beau à voir. Regardez sur les réseaux sociaux, on a de très belles photos de nos invités en col bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. On va terminer cette première partie d'échange entre nous. On va laisser la place à un de nos partenaires, une publicité, un de nos partenaires, l'Académie d'Art Dentaire. On revient jusqu'à après. Vous êtes un laboratoire ou un cabinet et vous cherchez les futurs talents qui rejoindront vos équipes ? Vous souhaitez vous former au métier du dentaire ou tout simplement enrichir votre cursus professionnel ? Depuis 30 ans, l'Académie d'Art Dentaire est la référence du secteur. Fondée par Isabelle Dutel, meilleure ouvrier de France, nous formons chaque année près de 1000 étudiants et professionnels partout en France au métier de prothésiste et d'assistant dentaire, ainsi qu'à l'optimisation des techniques cliniques et comportementales du praticien. Alors n'attendez plus, rejoignez les 500 entreprises qui nous font déjà confiance. Retrouvez toutes les informations sur nos formations et nos stages sur www.academieartdentaire.fr. L'Académie d'Art Dentaire Isabelle Dutel, l'engagement au service de la passion, le sourire en plus. Et nous voilà de retour dans le studio de Modulus Radio avec nos 3 invités, Isabelle Dutel, José Ortega et Sébastien Miyasso, pour cette 3e émission du Grand Sourire. On va passer à une petite rubrique que nous avons ici, les amis, sur le Grand Sourire, qui s'appelle Sourire en coin. Alors c'est simple, on va vous demander de ne pas réfléchir et de répondre du tac au tac. On va commencer par toi, Isabelle. Tu es prête ? Oui. Ouais. T'es prête, Isabelle? C'est parti. Isabelle, médaille du mérite ou Légion d'honneur? Les deux. Ah, bien répondu. Dental Forum ou ADF? Dental Forum. Mer ou montagne? Montagne. Alors attention, plaque céramique. Humide ou sèche? Sèche. Tagine ou bœuf bourguignon? Tagine. Traditionnel ou CFAO? Dur. Hésitante. Allez, traditionnelle. Quand même, les premiers amours. Pointe de cutie ou scalpel? Scalpel. Magnifique, merci Isabelle. José, tu es prêt? Ouais, vas-y. Attention, José qui vient de Toulouse. Pain au chocolat ou chocolatine, José? Ah, chocolatine. Ça restera dans le studio. Napoléon Hill ou Anthony Robbins? Brian Tracy. Excellente réponse. Souris ou spatule? Les deux, mon capitaine. Chien ou chat? Je suis allergique au chat, plutôt chien. Foot ou rugby? Plutôt foot. Articulateur ou arc facial? Les deux vont avec. Pressé ou usinage? J'aime bien la presser. Merci José. Sébastien Miyasso, es-tu prêt? J'ai le trac. Tu peux. Judo ou karaté? Évidemment, judo. Eh ben oui, ceinture noire. Pinceau de 12 ou pinceau de 6? Oh, truelle de 12. Rocky ou Rambo? Je peux pas répondre. Ah, dur. Rocky. allez. Évidemment, Rocky, extraordinaire. Il y a tout dans Rocky. Parlons moto. Harley ou BMW? Non, tu me taquines là. Allez, Harley. J'espère bien, on a dit parlons moto. Alors attention, plâtre ou impression 3D? Plâtre. Bière ou whisky? Whisky. Réflexe ou iPhone? Réflexe. Prise de teinte au labo ou transmission du praticien? Prise de couleur au labo. Excellent. Merci Sébastien. Merci à vous trois de vous être prêtés au jeu. On arrive maintenant dans notre deuxième temps d'échange. Alors, on a eu un premier temps très intéressant sur justement le MOF, tout ce qui était artisanat. À votre avis, on parlait de pourquoi la France est reconnue dans le monde par rapport à son excellence française artisanale. Votre avis, est-ce que le titre de meilleur ouvrier de France est la principale raison de cette reconnaissance de l'excellence française, du fait des professionnels d'excellence qui sont mis en lumière grâce à ce titre? Si je peux répondre, j'ai envie de dire oui. Et je ne peux que dire oui. Je crois que la première fois que j'ai mis ma blouse, j'ai voulu mettre une blouse blanche et j'ai pensé à Paul Bocuse. Et j'ai eu les larmes qui sont montées en pensant à Paul Bocuse. Et en fait, je pense que quelqu'un comme ça a permis au monde entier d'asseoir l'artisanat français. Paul Bocuse, meilleur ouvrier de France, 3 étoiles depuis 1955. Il n'en a jamais perdu une de son vivant. Reconnu par le monde entier comme le cuisinier.
Je pense qu'effectivement, le concours meilleur ouvrier de France a rayonné avec des gens comme cet être exceptionnel. Donc en fait, les chefs MOF, alors toi Isabelle qui fait partie du conseil d'administration de la Société des MOF, il faut rappeler que la Société des MOF est l'association qui délivre le titre sur l'ensemble des métiers concernés, dont prothèse dentaire et chef. Isabelle, toi avec cette connaissance que tu as de cette Société des MOF, c'est une évidence que les chefs en cuisine sont la locomotive du titre meilleur ouvrier de France qui permet aux autres métiers, peut-être moins visibles, comme prothèse dentaire, d'être quelque part reconnus à travers le MOF. Tout à fait. Je pense que c'est grâce à eux. Pour moi, c'est grâce à eux. Donc, c'est vrai que certains métiers sont un peu complexés de dire on nous connaît pas en tant que meilleur ouvrier de France par rapport à notre métier, mais moi, je dis que c'est intéressant que justement, on a été quand même connus grâce à Paul Bocuse, comme dit Sébastien. Pour moi, c'est vraiment important. Ce sont des ambassadeurs, les cuisiniers, pour moi, sur le titre de meilleur ouvrier de France. Et c'est une chance aussi de les avoir. Il faut savoir que même si les métiers, évidemment, beaucoup de métiers sont beaucoup moins connus, je parle de cette excellence française artisanale dans le monde entier, il faut savoir quand même que du fait du savoir-faire français, la production artisanale s'exporte terriblement bien. C'est plus de 6 milliards d'euros qui sont réalisés chaque année grâce aux exportations artisanales françaises. Donc on n'imagine pas, mais c'est énorme. Dans l'économie, c'est énorme. Et c'est 25% de l'économie française, comme on l'a dit. José, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a vraiment interpellé. Je trouvais ça très intéressant. Tu disais l'artisanat, oui, je me sens artisan, mais je me sens entrepreneur. Mais quelque part, un artisan n'est-il pas, quoi qu'il arrive, un entrepreneur? Entrepreneur ne serait-ce de sa vie? Oui, on l'est tous. Oui, entrepreneur de sa vie, oui. Mais toi, tu as peur que l'artisanat puisse enfermer à un moment donné? Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'imagine bien l'artisan dans son atelier, et puis faire des heures et des heures et des heures, et refaire, et être quelque part prisonnier de son artisanat. Prisonnier de ses mains. S'il n'est pas là, ça n'existe pas. Oui. Donc moi, c'est cette transmission à des collaborateurs pour que cet artisanat soit multiplié et qu'on ne soit pas esclave de tout ça. Tu veux le rendre plus collectif? Plus collectif, et qu'on puisse se servir le plus grand nombre sans tomber, comme Paul Bocuse le dit. Quand on lui pose la question « qui fait la cuisine quand vous êtes là ?», lui il répond « les mêmes que quand j'y suis ». Ouais, c'est-à-dire qui fait la cuisine quand vous n'êtes pas dans votre cuisine? Oui, oui, parce qu'il était évidemment dans les médias, il était à l'étranger, et à un moment donné, c'est vrai, on peut lui demander... Et oui, moi j'imaginais quand il rentrait chez lui, c'est lui qui allait refaire la cuisine. Mais non, il a formé des gens à des méthodes et des techniques, et ce sont les mêmes qui font les plats, même quand il est là. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me dis, il n'est pas esclave de sa production, il a transmis ses connaissances, il a développé une affaire, et il a servi ses plats au plus grand nombre. Donc pour toi, l'artisan, c'est pas tant celui qui produit, bien sûr, il a cette compétence, il est reconnu comme ça. Bon, le titre meilleur ouvrier de France, évidemment, en est un exemple, mais on n'est pas obligé d'être meilleur ouvrier de France pour être un très bon artisan. Donc je suis artisan, j'ai une compétence, et en fait, dans la logique, c'est de dire, pour être libre de son artisanat, il faut savoir le transmettre. Le transmettre. Mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que on le sait aujourd'hui, s'il y a des savoirs qui se perdent, et que si on est dans cette notion constante de transmission, quelque part, on sauve même son propre savoir. Mmh. Donc c'est essentiel. Oui. Et on est dans un métier où la transmission est très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie et d'efforts pour y arriver. C'est pour ça qu'on a peut-être tendance à avoir moins d'apprentissage, moins d'apprentis. Parce que se consacrer à quelqu'un pour l'élever et l'aider à grandir, ça demande du temps et de l'énergie. Mais en bout de piste, c'est payant pour toute l'équipe et pour l'entreprise. Donc transmettre, c'est une valeur, en tout cas pour nous les MOF, qui est une valeur essentielle dans la charte des MOF. On a 10 points, la transmission, c'est un des points. Mais il faut que l'apprenti soit sage. Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il va falloir mouiller le maillot et être volontaire. Parce que tu parlais des cuisines de Paul Bocuse. À un certain niveau, il avait aussi des meilleurs ouvriers de France dans sa cuisine. C'est le cas. Ils sont plusieurs meilleurs ouvriers de France dans la cuisine de Paul Bocuse. Et c'est pour ça que la transmission, moi je suis à 200% dans ton sens. Mais à un certain niveau, il va falloir vraiment mouiller le maillot. Alors, quand je parle de transmission manuelle, de l'artisanat, mais je parle aussi de transmission de savoir-être.
Ça, c'est essentiel. plus Quand important. on... Oui, il y a la technique, il y a le comportement. Je veux dire, Oui, les deux oui. vont avec. Les deux vont avec. On a tendance quand on parle d'artisanat, on parle plus de ce que l'on fabrique avec les mains. Mais de transmettre du savoir-être, je trouve qu'on le laisse un peu plus de côté. Et alors que C'est plus important. c'est essentiel. C'est essentiel justement pour qu'on puisse aider le maximum de personnes à grandir, à s'élever et à avoir le mental qu'il faut pour accompagner et être tous ensemble dans une production et que tous s'épanouissent dans ce qu'ils font. Isabelle, excuse-moi Sébastien, mais Isabelle, toi, c'est justement un élément essentiel dans ta carrière parce que tu avais une affaire prospère, un laboratoire qui était reconnu dans la région, à Marmande, on le rappelle, et à un moment donné, tu passes le MOF et là, tu veux changer. Tu dis, je veux passer maintenant plus à la transmission. Donc, tu es complètement dans ce que dit José. Alors, toi, tu l'as fait d'une autre manière, puisque tu as intégré une école en tant que formatrice, et après, tu as décidé, justement, parce que tu avais une vision, de la racheter et d'en faire quelque chose. Donc, toi, la transmission, c'est ton quotidien, en fait. Complètement. La transmission, justement, c'est comme dit José, c'est important de transmettre le geste, ça c'est sûr, mais il y a aussi, moi ce que je dis aux étudiants, c'est que prenez en main votre carrière, vous êtes l'auteur de votre formation, c'est vous qui devez gérer et savoir où c'est que vous allez dans votre carrière, et vous êtes l'acteur de votre formation. Donc c'est ça, je crois, le plus important. On essaie de faire passer ce message pour pas. Les étudiants ne sont pas des machines. On n'est pas là juste pour reproduire un geste. On est là aussi pour comprendre et en même temps savoir où c'est que l'étudiant veut aller dans sa carrière. Et je crois que ça, c'est important aussi qu'on les accompagne pour qu'ils se projettent dans une carrière. En fait, si je reprends ce que vous dites tous les trois, il y a vraiment quelque chose qui se dégage dans vos paroles. C'est évidemment la transmission, mais ça, je dirais que vous êtes peut-être très bien déformé par votre titre de meilleur ouvrier de fond. C'est comme tu l'as dit, José, ça fait partie des 10 commandements. On va reparler tout à l'heure, d'ailleurs, c'est intéressant, ces 10 commandements du MOF. Donc, il y a la transmission, mais qu'en fait, pour devenir un très bon artisan, il y a la compétence technique et il y a le comportement, et c'est à équivalence. Tu le transmets dans tes écoles, Isabelle, tu le transmets dans ton laboratoire. C'est le discours que tu tiens et que tu dis, Sébastien, quand tu dis effectivement que bah oui, c'est bien, mais il faut à un moment donné mouiller le maillot, il faut avoir une conscience, un comportement pour aller vers ça. Quand on passe le concours, le concours de meilleur ouvrier de France, il y a une sacrée part de psychologie. Ouais. C'est énorme. Et une grande partie, je dirais... 60. Oui, 60% de psychologie. Ouais. Je pense que c'est un prérequis, la technique. Pardon. C'est un prérequis, la technique, mais la grande part, elle est... Tu parlais de Thierry Marx tout à l'heure, qui dirait facilement que l'artisanat, c'est comme un art martial. Je pense que, c'est pas ces mots, mais je pense que c'est ce qu'il veut dire. Il est ceinture d'or de judo, d'ailleurs. C'est pour ça que je dis ça. Et un art martial, on t'apprend à vivre avant la technique. Excellent. Nous allons clôturer ce deuxième temps d'échange en laissant la place à notre deuxième partenaire, le laboratoire GSK, qui nous accompagne chez Modus Radio. Vos dents sont sensibles ? Découvrez la nouvelle formule de dentifrice Sensodyne Répare et Protège. Grâce à sa technologie avancée et son action réparatrice en profondeur, cliniquement prouvée pour soulager durablement l'hypersensibilité dentaire. Découvrez vite la gamme Sensodyne des laboratoires GSK. Sensodyne, première marque contre la sensibilité en France. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez l'étiquetage. Ne pas utiliser chez l'enfant. Demandez conseil à votre dentiste ou votre pharmacien. Et nous voilà de retour sur le plateau du Grand Sourire. On va maintenant laisser la parole à notre chroniqueuse dentaire Mel pour sa rubrique Souris-moi. Oui, aujourd'hui j'ai une histoire insolite à vous partager. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Séverine, habitante du Périgord ? Absolument pas. C'est une fan de chocolat qui a vu sa vie transformée grâce à son artisan chocolatier. Pour la fête des mères, Serge Ngassa, chocolatier et propriétaire de Cocoa Valley, a voulu faire plaisir à ses clients. En partenariat avec le joaillier suisse Franck Pécry, il a dissimulé dans l'une de ses boîtes une bague, et pas n'importe laquelle, une bague sertie de diamants 18 carats d'une valeur de 15 000 €. Génial. Il a vendu plus de 1008 boîtes, et le jour de la fête des mères, Séverine a été contactée par téléphone et elle a appris qu'elle avait gagné. Mais la belle histoire ne s'arrête pas là, puisque pour l'occasion, son compagnon en a profité pour la demander en mariage. Vous me croyez maintenant quand je vous dis que nos artisans embellissent nos quotidiens ? Extraordinaire, merci Mélilia, quelle belle histoire. Vraiment, l'artisanat français, c'est plein de surprises et ça fait plaisir.
Donc, on revient sur ce troisième temps d'échange avec nos trois invités. Donc, on parlait artisanat, on parlait meilleur ouvrier de France, on parlait des 10 commandements du MOF. Alors, les 10 commandements du MOF, il y a l'engagement, il y a la sincérité, il y a le respect dans tout ce que l'on fait, il y a la compétence, être compétent moralement, il y a la recherche du progrès. C'est intéressant parce que ça a été écrit il y a très longtemps, ces 10 commandements. Hein. Ça a été écrit il y a quoi ? À la création du titre, j'imagine. Et il y a déjà dedans la notion, il y a un commandement qui est l'ouverture à l'innovation. Il y a être le médiateur de la transmission. Donc là, on est complètement dans ce que vous faites tous les trois, dans ce que vous dites tous les trois. Il y a la générosité, il y a la solidarité. Il y a le fait, Isabelle, c'est pour toi ça, un des commandements des MOF est que tu dois faire le nécessaire pour découvrir de nouveaux acteurs et encourager leur évolution. Tu étais vraiment une MOF absolument parfaite et un esprit d'ouverture et de tolérance. C'est important ça, Sébastien, non ? Ouverture et tolérance. C'est même une discipline de vie, j'ai envie de dire. Sinon, on va passer de longs moments tristes sans cet esprit d'ouverture. Et moi, je le découvre tardivement. Dans ma vie, ça arrive enfin. J'y suis pas encore, mais ça arrive enfin au moins à la compréhension qu'il faut en être là. On est tellement tous différents, tous uniques. Et d'ailleurs, on fait des travaux qui sont tellement tous uniques que ça peut que nous avertir sur ce besoin d'être ouvert, tout simplement. Sébastien, tu es président, on l'a dit, de Smile Référence, qui est l'association des meilleurs ouvriers de France en prothèses dentaires. Dans cette association, qui regroupe les 15-16 meilleurs ouvriers de France en prothèses dentaires, il y a cet engagement sur les commandements du MOF. C'est quelque chose qui vous guide, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous en parlez un petit peu parfois ? Évidemment que ça nous guide, puisque quand on a l'occasion de se retrouver, nos questions tournent autour du fait de ce qu'on va pouvoir apporter à notre profession, et tout notre questionnement est autour de ça, est autour de est-ce que ça va être sur la transmission, est-ce que ça va être sur le besoin de faire reconnaître notre métier, est-ce que ça va être, toutes ces questions-là, au final, forcément sont bercées sans qu'on s'en rende compte indirectement par ces commandements. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même qu'on parle de ces commandements, en fait, nos discussions, quand vous exprimiez, ça allait dedans, quoi. Ça allait avec ça. José, toi qui es féru de tout ce qui est développement personnel et autres, ça a dû drôlement te parler, ces commandements du MOF. Ah oui, complètement. C'est en phase avec la notion d'artisanat telle que tu l'entends, toi ? Quoi donc ? Tous ces commandements du MOF ? Ah oui, complètement, oui. Ah oui, j'adhère complètement. J'étais déjà comme ça avant, ça a validé et ça a développé. Qui t'a attiré dans le MOF, non ? Oui. L'excellence et toutes ces belles valeurs. Et du coup, tu parlais d'entrepreneuriat, donc on parlait de l'artisan qui était un entrepreneur parce que quelque part il est responsable de son activité. Toi, tu étais entrepreneur avant. Qu'est-ce qui a changé à partir du moment que tu es devenu MOF ? Qu'est-ce qui a changé depuis que je suis devenu MOF ? J'ai pas changé fondamentalement ma manière d'être. Ça m'a permis à moi d'évoluer, d'apprendre et de gagner en plus-value pour partager. Et puis de devenir ce que j'ai toujours souhaité être dans une entreprise, pas un chef, mais un leader. Ça veut dire de montrer l'exemple, d'essayer d'avoir des paroles édifiantes pour chacun et de les tirer vers le haut. Et de manière la plus honorable possible. Et je pense qu'en faisant cela, et je le vois chez moi, on est tous gagnants. Les collaborateurs et moi avec. Et on travaille dans un cadre où on est tous épanouis. Il y a des moments difficiles, des fois on se trompe, mais on continue à aller de l'avant et à apprendre. Parce que devenir MOF, ça ne veut pas dire je sais tout, c'est moi qui sais, voilà, j'ai pas de problème. Non. Je pense qu'on devient MOF après avoir le concours MOF. C'est après qu'on devient. C'est après où on fait vraiment des expériences, on rencontre des gens. Ça aussi, c'est extraordinaire. Tous les gens qu'on peut rencontrer, toutes ces richesses qui sont autour de nous. On ne vit pas seul. Et on est dans une société où, justement, de cueillir toutes les belles richesses qui sont autour de nous, nous enrichissent aussi, et on grandit tous ensemble. Donc, être un leader, pour moi, c'est l'esprit MOF. Quelque part, le titre MOF vous a presque amené
à la quintessence même de l'artisanat, puisque ça vous a apporté une logique d'engagement forte avec ces 10 commandements qui vous a permis de sublimer, de potentialiser la notion d'artisan. Et on l'a vu que vous vivez d'ailleurs tous les 3 complètement différemment. Isabelle, toi, tu t'es mise à fond justement dans un de ces commandements qui était la transmission, découvrir les nouveaux acteurs, encourager leur révolution, l'ouverture à l'innovation. Toi, José, vraiment sur la notion de l'entrepreneuriat, de l'esprit d'ouverture et de tolérance, puisque tu en as fait un précepte par rapport à ton management, parce que tu parles en fait tout simplement de management. Et quand on regarde le MOF, ça parle de management. Donc en fait, l'artisanat, presque, c'est du management de sa vie, management de son activité professionnelle, comme on l'a défini. Et si peut-être qu'en France, on est aussi bon dans l'artisanat, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Et c'est presque une remise en question, non ? Oui, et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que des meilleurs ouvriers de France qui sont des dignes représentants de l'artisanat. Nous avons un ami tous un petit peu commun, Denis Elkaïm, meilleur ouvrier de France en prothèse dentaire. Que l'on salue. Qu'on salue bien haut. Qui a une petite phrase sympa, un petit jeu de mots à lui, c'est un MOF, c'est un artisan qui aime, le M de MOF, qui aime œuvrer avec foi, OF. Et je pense qu'il y a plein d'artisans qui aiment œuvrer avec foi et qui ne sont pas allés chercher le concours. C'est même quelque part la base de l'artisanat, non ? Œuvrer avec foi, c'est aimer ce qu'on fait, en fait. C'est la passion, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Si tu mets pas un peu d'amour dans tous tes gestes, dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais, la vie va être triste, réellement. Je dis ça, et encore une fois, c'est téléguidé, c'est dans l'éducation. On a compris que j'avais un environnement militaire familial, et mon papa me disait, on peut prendre du plaisir à balayer une cour de caserne. Forcément, quand j'étais petit, je comprenais pas trop, et maintenant, je comprends qu'effectivement, on peut le faire comme beaucoup de gens, se dire qu'est-ce que c'est que cette tâche ingrate, et c'est horrible, et ne pas aimer ce qu'on fait, ou on peut se dire tous les matins, aujourd'hui je vais la faire encore plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Et puis on se rend compte qu'il y a des gens qui vont nous dire mais qu'est-ce que c'est agréable de passer dans cette cour, et on peut se dire tiens, hier je l'ai fait en 1 heure, là je vais la faire en 40 minutes et dans la même qualité de travail. En fait on se rend compte qu'on peut mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Et une petite phrase aussi, ça fait un peu ringard, c'est Monsieur Lenormand qui, dans une de ses chansons, dit « Chaque fleur de cette vie mérite qu'on fasse un détour ». On est tout le temps là en train de regarder des kilomètres plus loin dans les horizons des idéaux qu'on cultive, qu'on cherche, alors qu'en fait, à nos pieds, on est en train de fouler des petites pâquerettes qui méritent autant de regards que ce qui se passe tout là-bas. Ça vous inspire, José, Isabelle ? Ah oui, oui. Tout à fait. Vous êtes en phase avec ça ? Oui, ça rejoint ce qu'on pense. Et je pense que quand même, on est devenu MOF, c'est sûr, mais je pense qu'on avait déjà l'état d'esprit, on avait déjà un fonctionnement, sans trop s'en rendre compte qu'on était proche de la charte, mais on était quand même dans un état d'esprit de passion, d'engagement, de respect. Je pense que c'est l'aboutissement peut-être, mais au départ, on est quand même, je pense, dans cet état d'esprit. Mais en fait, moi j'ai l'impression que ces commandements, cette charte du MOF, elle a été écrite pour définir l'artisanat, tout simplement, et qu'en devenant MOF, on s'engage de façon très officielle à le respecter, mais avant d'être MOF, tout simplement, on les porte, toutes ces valeurs, tous ces engagements qui est écrit dans ces commandements, non, José ? Oui. Mais il y a plein d'autres personnes et d'autres prothésistes qui les portent aussi. C'est ça. Je rencontre des gens extraordinaires, des collègues prothésistes qui sont formidables, qui ont cet esprit MOF aussi. Et des fois, s'ils ne l'ont pas passé, c'est peut-être parce qu'ils ont été pris par plein d'autres choses, mais qui ont les capacités et la manière qu'il faut, et la manière d'être l'esprit MOF. Au même titre qu'il y en a qui techniquement ont peut-être le niveau, mais ne le seront pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit. C'est vrai. Il faut être cœur de MOF. Et là, on revient à ce qu'on a dit, il faut vraiment les deux. Il faut le comportement et la compétence technique. C'est essentiel pour réussir en tant qu'artisan, sans même parler du MOF. Pour réussir en tant qu'artisan, il faut les deux. Parce qu'un artisan qui n'a pas le comportement, l'engagement, le fait que tu disais de mouiller le maillot, Sébastien, le fait de se dire que il faut être capable de remettre son œuvre à l'ouvrage tout le temps, chercher une perfection qu'on n'atteindra peut-être jamais, mais c'est cette recherche qui compte. Alors la perfection, c'est dangereux. Chercher la perfection, c'est destructeur. Chercher l'excellence, ça fait grandir. Ah, c'est intéressant ça, vas-y. Ouais. La perfection, on va se détruire à vouloir que la chose soit parfaite. Et on ne sera jamais satisfait. On ne sera jamais satisfait, on traînera, on n'avancera pas, on stagnera. La perfection est destructrice. Par contre, l'excellence, c'est je fais du mieux que je peux, de tout mon cœur et toute ma force. C'est pas parfait, mais le prochain, je ferai mieux.
André Et Gide. je continue. André Gide, il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Exactement, exactement. Mais perfection et excellence, c'est pas pareil. Eh bien, mes amis, c'est sur cette pensée formidablement positive que nous allons clôturer ce troisième et dernier temps d'échange. C'était passionnant, c'était beaucoup trop court. Heureusement, nous avons la chance, après l'émission, de pouvoir continuer à discuter avec vous. Vous, chers auditeurs, vous avez la chance de pouvoir réécouter cette émission sur modulus.fr. Pour conclure, et vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, pour conclure nos échanges, ce que j'en ai retenu, on peut dire que dans notre monde actuel, la notion d'artisanat change très vite, mais reste inéluctablement dans l'ADN de ceux qui portent cette définition. Si les outils changent, l'état d'esprit des artisans reste le même. Tout ce qui est fait avec les mains ne peut être standardisé de fait de son aspect unique. L'artisanat est profondément lié à la diversité et reste un rempart contre l'uniformisation. Et dans votre métier de prothésiste dentaire, vous, les architectes du sourire, l'uniformisation des sourires nous amènerait à un monde complètement aseptisé. Si on avait tous le même sourire, ça serait catastrophique. Alors nous parlerons d'artisanat, quelle que soit l'évolution des outils de production, pour des sourires tous différents, propres à chacun. Vive l'excellence française et ses particularités, vive l'artisanat et vive la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous La va ? France, ça me va. Ah, magnifique, super. Eh bien, écoutez, on va conclure cette émission. Cette troisième émission du Grand Sourire se termine. Merci à nos invités dont la qualité n'a eu d'équivalence que le plaisir que nous avons eu à les accueillir. Merci à toute l'équipe de Modulus qu'on peut applaudir. Mel, Laura, notre directrice des programmes, Julien, notre producteur exécutif, et à Lucas, notre magnifique ingé son. Merci à nos partenaires, l'Académie d'art dentaire et tous ceux qui composent cette belle école que tu diriges, chère Isabelle, avec une pensée à tes étudiants, prothésistes et assistants dentaires, qu'ils soient à Paris, Bordeaux, Aix ou Lyon, et qui sont nombreux à être en période d'examen en ce moment. Merci également au laboratoire pharmaceutique GSK. Je vous invite à écouter souvent, tout le temps même, Modulus Radio, la radio qui donne le sourire, via l'appli sur iPhone et Android ou sur modulus.fr. Vous y retrouverez de la bonne musique, des infos et notamment des épisodes d'entretien avec un dentiste produits par le docteur Florence Etcheverry qui met en avant des personnalités du monde du dentaire au parcours atypique et passionnant. Et ça, c'est toutes les semaines, le jeudi à 19h. Quant au Grand Sourire, retrouvez le replay tous les lundis à 18h, le mercredi à 8h30 du matin et les samedis à 10h du matin et sur modulus.fr. Pour la prochaine émission du Grand Sourire, nous serons en live au salon Aria 4Cam à Lyon qui aura lieu du 30 septembre au 2 octobre à Eurexpo. Nous aborderons le sujet de la formation dans l'univers dentaire et comme à chaque fois, nous recevons des invités de grand talent. Mel, dis-nous tout. Nous serons accompagnés par le docteur Maxime Ducrier, professeur associé et maître de conférences chercheur en chirurgie dentaire à l'Université de Lyon, Cécile Carrier, présidente de la Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle du dentaire, Romain Sciafoloni, patron du magnifique laboratoire Sciafoloni à Lyon, et Damian Clément, directeur référent national à l'Académie d'art dentaire. Ça sera un beau plateau. José, tu voulais dire un dernier mot ? Oui, pour tous nos jeunes, nous sommes ce que nous faisons en sorte d'être. Donc travaillez fort pour devenir les meilleurs. C'est magnifique, merci José pour ce mot de conclusion et en attendant de vous retrouver en septembre, gardez le sourire.